Et c'est ce que j'appelle la société charia compatible. Donc on n'impose pas la charia, mais on l'acclimate, on l'habitue à la présence du voile, du halal ou au fait de se censurer, de s'auto-censurer. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire, qu'on ne doit pas dire pour ne pas offenser la sensibilité des croyants. Qui sont les frères musulmans et quel est leur objectif ? Sans rentrer dans l'histoire longue des frères musulmans, les frères musulmans appartiennent à la famille des salafismes, c'est-à-dire des gens qui considèrent que l'islam authentique est celui pratiqué par le prophète et ses compagnons. Maintenant, il y a une différence entre les orthopraxes salafistes, ceux qu'on appelle les salafistes en général, et les frères musulmans. Les orthopraxes sont des gens qui veulent appliquer la lettre et l'esprit de l'islam et qui veulent donc se débarrasser des pratiques illicites, haram. Donc c'est le halal et le haram. Et il y a les frères musulmans qui, eux, en plus de vouloir appliquer cette orthopraxie, pensent qu'il faut que l'islam règne sur le monde. Et donc que pour y parvenir, il faut mettre en place un certain nombre d'actions qui nécessitent parfois de tenir un double langage et de ne pas forcément appliquer l'islam à la lettre. Il y a des contextes, et notamment les contextes séculiers, où il serait maladroit de vouloir appliquer à tout prix parce que finalement ça va attirer des restrictions, entraîner des mesures de police, etc. qui ne seraient pas favorables à cet exercice très lent, très progressif, qui amène les frères musulmans donc à nous acclimater en fait à cet islam qui est un islamisme, c'est-à-dire un islam qui veut gouverner à la fois le politique et les affaires spirituelles. Et c'est cette différence qu'on peut faire entre les frères musulmans et les salafistes. Les frères musulmans ne détestent pas l'Europe et les Européens. Ils les veulent musulmans. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de tuer ou de détruire à tout prix, c'est d'affaiblir pour prendre. Vous parlez d'acclimatation. Est-ce que cela veut dire que les frères musulmans agissent de manière dissimulée, qu'ils sont en quelque sorte en taqiyya, selon le terme arabe que l'on utilise parfois pour décrire ce mode d'action ? Moi, je n'utilise pas ce terme qui appartient à la tradition chiite. J'utilise tout simplement le mot ruse. L'art de la guerre, ça vient de Sun Tzu. L'art de la guerre, c'est la ruse. C'est ne pas dévoiler ses stratégies, ses tactiques à l'ennemi, de sorte que vous l'ayez pratiquement vaincu avant qu'il s'aperçoive que vous lui avez déclaré la guerre. C'est ce que, de façon très pratique, on va sentir par un double langage. Et ça, c'est un problème, parce que c'est une méthode, celle des frères musulmans, celle de la subversion, qui est connue depuis des décennies. C'est-à-dire le fait de renverser une société sans qu'elle s'en aperçoive, en la ridiculisant, en la démoralisant, en la culpabilisant surtout. Ça me rappelle Yuri Bezmenov, qui est un ancien du KGB, passé à l'Ouest, qui explique dans ses travaux sur la subversion qu'une société ne peut être subvertie que si elle accepte d'être subvertie. Et quelque part, nous acceptons d'être subvertis parce que nous avons perdu confiance en notre capacité en fait à être ce que nous sommes, culturellement, civilisationnellement. Le mot civilisation est absolument tabou, alors que pour eux c'est quelque chose qui est évident. Mais quand c'est eux qui le disent, ça va, et quand c'est nous qui le disons, nous sommes immédiatement culpabilisés. Et c'est ce que j'appelle la société charia compatible. Donc on n'impose pas la charia, mais on l'acclimate, on l'habitue à la présence du voile, du halal ou au fait de se censurer, de s'auto-censurer. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire, qu'on ne doit pas dire pour ne pas offenser la sensibilité des croyants. La lutte contre l'islamophobie, c'est une stratégie. Quels sont les leviers qu'ils utilisent pour rendre la société charia compatible, comme vous le dites ? Les différents leviers qu'ils mettent en place pour nous rendre charia compatible, c'est d'abord la terreur. L'assassinat de Theo Van Gogh, Charlie, mais qui a commencé finalement avec Rushdie. On ne nous a pas simplement empêché de dessiner ou de nous exprimer. On a aussi tué Samuel Paty qui lui expliquait. Et on a fini par abandonner en fait et à ne s'intéresser qu'au bras armé, sans vouloir s'intéresser au cerveau qui est derrière, à ce qui est cherché. Les menaces continuent vis-à-vis de tous ceux qui parlent d'islam, même pas d'islamisme, mais à partir du moment où ils parlent d'islam de façon critique et non apologétique, vous avez immédiatement une mosquée, un responsable religieux qui vient dire « oui, mais c'est quand même un petit peu islamophobe tout ça ». Et vous avez derrière un aréopage de gauche qui vient applaudir ça. Plus que seulement la gauche radicale ou révolutionnaire, parce qu'il y a aussi toutes celles qui se tait, donc où se tient-elle, et qui finalement leur donne la possibilité de faire taire, en laissant s'imposer cette thèse de l'islamophobie
qui n'est qu'un dispositif frériste pour nous démoraliser, nous culpabiliser. Ça se produit dans tous les milieux, que ce soit si vous travaillez dans un hôpital et que vous dites bon, c'est pas tout à fait normal que le mari de la femme généralement demande à ce que ma femme soit examinée que par une femme. Du coup, ça désorganise les services et on leur dit bah, vous êtes pas un peu raciste. C'est des petites choses comme ça et c'est quotidien. Les Français que j'ai pu rencontrer, ceux qui sont pas du tout spécialistes de ces questions, entendent, perçoivent, sans pouvoir expliquer ce qu'ils ressentent, ce double langage. Malheureusement, plus on monte dans la hiérarchie sociale et moins les responsables de la vie politique sont conscients de ce double discours. Parce que tout simplement, ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Après la sortie de mon livre, j'ai fait un peu le tour de France et je me suis aperçue que les gens ont des histoires innombrables. Ils trouvent ça injuste et ils ne peuvent rien y faire parce qu'on leur dit, non pas il y a une atteinte à la laïcité, il y a une atteinte à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Vous avez raison. On leur dit, attention, vous allez faire le jeu du Front National, enfin le jeu du Rassemblement National, etc. Chaque fois que quelqu'un essaye de comprendre, il est menacé. Et il est menacé de mort. Le plus évident, ce sont les apostats. Ils dévoilent en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent d'ailleurs, ce sont des gens qui sont passés par l'islamisme plus que par l'islam. Il y a des convertis, etc. Et ce qu'ils dévoilent, c'est effrayant. Alors, on les fait taire. Parmi leurs méthodes, il y a aussi l'infiltration, l'entrisme, des méthodes qui ont déjà été éprouvées chez les trotskistes, par exemple, qui consistent à infiltrer des syndicats, des partis politiques, des associations antiracistes, etc., et en retirer des bénéfices à la fois en légitimité et en argent. Les frères musulmans sont des théocrates qui nous connaissent bien mieux que nous ne les connaissons. On le lit dans les travaux de Youssef El-Kardaoui, il explique très bien. Connaissez la société, faites-vous amis avec tous les experts, d'où l'entrisme dans les universités, parce qu'ils se servent des experts pour justement bien connaître la société et ensuite pouvoir agir à l'intérieur ou même se protéger quand les journalistes arrivent et se mettent à parler comme des professeurs de sociologie. C'est du double discours, ça.